Parce que je crois en la vérité littéraire qui parfois sonne une musique différente de celle que transmet des essais, des discours ou des médias. Je pense que cela apporte quelque chose d'autre, une autre façon de regarder, de regarder ce qui se passe dans la vie des gens. Alors vous avez reçu chez vous des Russes, des Ukrainiennes. Est-ce que c'est un peu le point de départ finalement de ce livre? Oui, tout à fait. C'est parce que j'ai eu sous mon toit cette tour de Babel parlant en russe essentiellement d'ukrainienne et de russe, que j'ai pu non pas comprendre tout ce qu'elle disait, parce que je comprends, je parle un peu le russe, mais pas tant que ça. Mais par contre, ça m'a permis voilà, de capturer, de voir des ressentis, des réactions, des expériences voilà, qui m'ont permis de me rendre compte que la réalité était peut-être différente des versions un peu simplificatrices que l'on voit souvent dans les discours communs. Alors ce livre, c'est l'histoire d'Ania, donc qui est l'héroïne du livre. Alors elle a un destin tragique puisque son appartement est bombardé. Elle essaie de se réfugier avec sa mère et sa grand-mère dans un refuge qui finalement est fermé. Donc la mère et la grand-mère meurent dans le bombardement. Elle est grièvement blessée. Alors, est-ce que c'est le sort des enfants que vous avez voulu montrer, les enfants dans la guerre, avec l'histoire d'Ania? Je crois que Anya, dans ce roman, est un fil d'Ariane. Un fil qui permet de relier des destins individuels de personnes qui sont soit sous les bombes, soit hors les bombes, mais qui toutes souffrent à un moment ou à un autre. Et donc il fallait quelque chose qui permette de donner une unité, permettre aux personnes de ne pas être perdues dans ce kaléidoscope, et c'est la voix d'Anya qui le permet. Alors, vous parliez de tour de Babel tout à l'heure. Bon, en fait, la moitié des Ukrainiens, donc, qui sont nés dans l'Est ou le Sud de l'Ukraine, beaucoup parlent russe. Donc, est-ce que vous avez voulu finalement montrer aussi cette espèce de non-sens avec des Russes ukrainophones et des Ukrainiens russophones? On a vraiment l'impression que ce sont des frères. Enfin, c'est un même pays qui a été divisé, et donc ces gens-là aujourd'hui combattent et combattent leurs frères. Donc c'est vraiment ce qui ressort du livre. Je crois que c'est ce que j'ai constaté, vraiment des familles qui ont des membres qui sont d'un côté ou de l'autre de la frontière, qui évidemment avant les années 90, à l'époque de l'Union soviétique, ne se rendaient à peine compte qu'il y avait une frontière, elle n'était qu'administrative d'un côté et de l'autre, et qui, à mesure que les pays se sont séparés, voilà, se trouvent entraînés dans des camps différents, forcés dans certains cas, volontairement, involontairement, de combattre les uns contre les autres. Donc c'est quelque chose de tragique et de fou pour la façon dont c'est ressenti. Alors, il y a aussi la question de la désertion que vous abordez dans votre livre avec Oleg qui vient en France où il se sent en sécurité. Et finalement, à la faveur d'un renouvellement de papier, il va à l'ambassade ukrainienne et là, il est rattrapé par son destin. Alors, il est rattrapé par son destin. En fait, tous le sont d'une façon ou d'une autre. Il y a Oleg, et Oleg, effectivement, on le découvre, lui, sous les bombes, dans un sous-sol où il est avec sa sœur, et bombardé dans la province de Kherson, alors du côté sud du Dniepr, ce qui veut dire qu'ils reçoivent les bombes qui viennent de l'armée ukrainienne, puisqu'ils sont dans la partie russe que les Ukrainiens essayent de reprendre. Et donc, à un moment donné... Les Russes qui lui mettent un marché en main en lui disant, voilà, on te sauve, mais il faudra un moment que tu viennes servir pour nous. Tout à fait. C'est l'attente des Russes. Il n'a aucune envie et aucune intention même de revenir pour servir dans l'armée russe à un moment ou à un autre, mais il en reste des traces et qui font qu'à un moment ou à un autre, ces traces sont entre les mains d'Ukrainiens qui le capturent. Alors, dans ce que vous évoquez aussi, donc il y a la cruauté de la guerre que vous décrivez, mais aussi des moments qui sont assez drôles finalement, quand ce soldat ukrainien est sauvé par un médecin russe, où là ils doivent échafauder tout un plan si c'est l'arrivée de soldats russes ou ukrainiens qui va se manifester. Oui, avec deux personnes qui sont sur le front et qui, à un moment donné, sont dans une espèce d'oasis
en dehors de la guerre parce que la position a été déjà prise et il reste 2 personnes. Un soldat qui est le seul survivant de son équipe, ukrainien, et un autre soldat qui lui est russe, qui est le seul survivant de sa vague d'assaut parce que tout le monde a été tué derrière lui et il est resté tout seul et ni l'un ni l'autre ne savent comment se sortir de ça. Alors aussi dans ce livre, c'est la situation des femmes dont les maris sont partis sur le front. Souvent, ce sont les maris qui travaillaient, donc elles se retrouvent totalement démunies. C'est une réalité, c'est aussi que vous avez voulu dépeindre. Alors, il y a une réalité féminine, il y a une obligation de vivre au quotidien dans un environnement qui parfois est très difficile parce que les endroits ne sont plus, les magasins ne sont plus approvisionnés, parce que l'économie de guerre est telle que voilà, les magasins eux-mêmes sont pillés et les gens ne comprennent plus ce qui se passe, comment. Enfin, on a dans un de ces chapitres une femme qui ne comprend plus le monde autour d'elle, qui ne comprend plus ses compatriotes eux-mêmes et ce qu'ils font aujourd'hui.